Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez récurrent quand on parle de nutrition. C'est tout ce qui est conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis avec un spécialiste qui est Jérémy Anceau. On a déjà fait une petite interview il y a à peu près un an sur ce genre de sujet. Donc vous allez voir, il est super passionnant, il est très calé sur son sujet. Il vient de sortir un livre, on va en parler en détail. Salut Jérémy. Salut Will, comment ça va? Écoute, super bien, merci. Donc moi j'ai voulu t'interviewer parce que actuellement tu viens donc de sortir un livre aux Ouais, éditions Thierry Soucard qui parle justement de tout ce qui est conflit d'intérêts, tout le bullshit qu'on peut lire par-ci par-là autour de la nutrition. Et un petit. c'est un sujet que tu connais bien puisque du coup c'est un petit peu un des thèmes de ton blog. Alors justement, est-ce que tu peux Ouais. te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis, on va dire, emblématiquement l'auteur du blog Dura Valley. Hein, c'est comme ça que les gens, je pense, du web me connaissent. Donc avec, comme tu l'as bien dit, hein, toutes les confrontations des preuves scientifiques aux pratiques médicales et aux pratiques nutritionnelles, quoi, hein. Et à force d'avoir un petit peu été sur pas mal de sujets, j'ai eu cette fameuse opportunité de pouvoir écrire un livre. Ouais. Super. Alors juste une petite parenthèse, on excuse du coup la qualité de l'image et le petit lag qu'il peut y avoir, mais toi tu habites du coup en Nouvelle-Calédonie. Donc Ouais. le trajet est un petit peu long pour venir jusqu'à chez moi. Donc voilà, C'est ce qui. Ouais. il y a un petit lag au niveau de la vidéo, on s'en excuse, mais en tout cas le son est bon et je pense que c'est là l'essentiel. Donc ton livre s'appelle Santé, mensonges et toujours propagande. L'idée Ouais. en fait générale du livre, c'est de démonter, comme j'expliquais en introduction, tous les grands fausses informations, toutes les grandes fausses informations, tous les gros bullshit qu'on peut avoir autour de la nutrition. Donc t'égratines pas mal de sujets, de pensées Ouais. bien installées, on va dire, dans la tête de beaucoup de gens. On va un petit peu décortiquer tout ça dans les grandes lignes pour voir un petit peu ce que tu racontes et comment en fait aujourd'hui l'industrie agroalimentaire du coup met un peu des bâtons dans les roues à tous ceux qui veulent prendre soin de leur santé, malheureusement, parce que du coup, Ouais. peut même avoir comme tu vas nous l'expliquer, des conseils qui sont contre-productifs et qui peuvent même rendre les gens malades. Donc ça, c'est vraiment un Oui. gros problème. Euh, alors, moi, il y a un sujet que je parle très souvent, on va commencer directement dans le vif du sujet, c'est l'obésité. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte, moi autour de moi, on peut se rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont obèses, qui ont un taux de masse Ouais. grasse qui est élevé. Et toi, dans ton livre, t'en parles un petit peu. Et est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Est-ce que les conseils nutritionnels qu'on voit autour de la perte de poids sont en général bons? Ah ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que j'en parle. C'est même un des premiers chapitres du livre, hein. Enfin, j'ai essayé de faire un gros focus, une grosse évaluation du fameux programme national nutrition santé, le PNNS, là, que tu connais bien et que beaucoup de gens connaissent, Ouais. pour un peu faire le bilan et repartir tout en arrière, vraiment à ses débuts. Et à ses débuts, déjà, le premier constat que tu viens un peu de dresser, hein, c'est qu'il y a de plus en plus d'obèses, de personnes en surpoids, diabétiques, on va en parler, hein, sûrement. Et on est à plus 70% d'obèses depuis le lancement du premier programme, du premier PNNS. Donc ça invite à se poser des questions, quoi. Donc, Est-ce qu'on peut parler d'échec du coup, du PNS? alors voilà, est-ce qu'on peut parler d'échec? Donc, les personnes qui n'aiment pas le PNNS, on va pas dire que je suis fondamentalement contre le PNNS, mais on pourrait l'accuser d'être le seul responsable, mais le PNNS n'est pas le responsable de l'état de santé qui se dégrade. Mais après avoir fait une évaluation approfondie, on se rend compte que non, ce n'est pas lui en tout cas qui a aidé à corriger le tir. Ça c'est clair, hein. Pour ne pas trop en dévoiler non plus, mais on se rend compte, hein, aujourd'hui, en 2018, que certains conseils du PNNS, ils sont dépassés, ils sont vieux, ils ont 20 ans de retard, 20 ans de retard. Euh, et alors il y a des avertissements internationaux, on se rend compte que par exemple pour les glucides, c'est une problématique que tu connais bien, les caractéristiques, la dénomination, l'index glycémique, tous ces critères qui aujourd'hui sont, on va dire, ils sont indispensables. On ne peut pas s'en passer pour catégoriser des glucides. Eh ben non, le gouvernement, à travers son programme, le PNNS, refuse encore, ne veut pas l'intégrer, ne veut pas en prendre.
prendre considération de ces indices et de tout ce qui gravite autour pour fournir au moins une information, un minimum d'actualité. On est vraiment, hein, on est encore dans des informations qui ont été, par exemple, l'OMS et la FAO recommandent de ne plus utiliser le terme de glucides simples complexes depuis 1990. Et oui. Depuis, ça remonte à, on est presque à 20-30 ans, c'est incroyable. Et pourtant, on l'entend toujours en fait dans les voies officielles quand on parle d'alimentation santé, on entend toujours glucides simples, glucides complexes. Oui, tu as raison. Et surtout, quand tu poses cette question aux diététiciens, nutritionnistes, qui sont les professionnels de la nutrition en France, hein, eh ben, ils te disent que oui, on est d'accord, il faut utiliser l'index glycémique, mais après, quand tu creuses un peu, tu vas plus loin, ils te disent, ah, mais on ne l'utilise pas parce que c'est trop compliqué à expliquer aux gens. C'est trop compliqué, c'est pas clair. Ah non, non, l'index glycémique, il s'explique en 30 secondes, hein. Dans le bouquin, c'est expliqué en un exemple. C'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de glucose dans le sang. Et il est différent en fonction de l'aliment, peu importe qu'il soit complexe ou pas, lent, rapide ou pas. Et ça, je veux dire, après, on est d'accord qu'il faut, il faut insister, il faut tourner le message pour qu'il soit compris par rapport au public. Mais on se rend compte que même aujourd'hui, certains diététiciens nutritionnistes refusent de l'utiliser par, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est de la paresse, mais par simplicité. Ouais. Bon, on va en parler du coup dans la suite des sujets, mais à ton avis, enfin, c'est quoi la grande raison de cette inertie en fait? Est-ce que c'est à cause de La grande l'enseignement, raison, pardon. de cette inertie? Pourquoi en fait les enseignements, pourquoi les choses ne changent pas au niveau des grands préceptes de la nutrition? Est-ce que c'est à cause de l'enseignement des spécialistes? Est-ce que, on va en parler après, est-ce qu'il y a des lobbying autour qui freinent tout ça? Quel est le grand point Ouais. qui pourrait expliquer en fait cette inertie à ton avis? Alors, à mon avis, c'est un mélange de plein de choses. Il y a à la fois une inertie, je pense, des pouvoirs publics et de la remise en question pour actualiser les connaissances et la formation des professionnels de santé. Parce que tu sais que les médecins, ils peuvent aussi donner des conseils nutritionnels quand ils deviennent médecins nutritionnistes. Ouais, Mais dans le livre, j'ai dédié une grosse partie d'enquête sur comment les médecins si les médecins s'estiment être des experts pour donner des conseils dans la nutrition. Et on a un paquet de sondages, d'études, d'enquêtes d'opinion qui montrent que globalement, les médecins, et après c'est dans une moindre mesure, on est sur les diététiciens nutritionnistes aussi, eh ben, ils ne s'estiment pas être compétents pour pouvoir donner les bons conseils en nutrition. C'est fou. Et là, on est dans un paradoxe. On est dans un paradoxe où les patients attendent de leurs professionnels de santé les meilleurs conseils, alors que ce dernier ne se sent même pas suffisamment équipé, ouais, armé avec les connaissances, toutes les problématiques pour donner les meilleurs conseils. Et comme tu disais, de l'autre côté, on a un gros lobbying. C'est-à-dire que dès qu'un professionnel de santé, il a son diplôme dans la poche, il sort, et ben, il atterrit dans le premier congrès qui est sponsorisé par Kellogg's, par Mars, par Danone. Et là, on va lui dire, non, mais les céréales du petit déjeuner, vous comprenez, ça passe. Si vous faites ci, si vous faites ça, il y a... Et là, on se rend compte que les professionnels de santé, les diététiciens nutritionnistes, ils sont tiraillés. Là, il y a voilà, il y a des affiches, il y a des publicités, il y a des gens en face qui ont des arguments, qui ont les moyens. Ils ont des firmes derrière qui pèsent des milliards. Faut garder ça en tête, hein. Alors, j'ai décortiqué dans un des chapitres un peu toutes ces journées où les professionnels, et c'est impressionnant, hein, l'industrie agroalimentaire dépense une fortune pour être au contact des professionnels de santé, pour d'accord. leur parler, pour donner les messages qu'ils veulent, parce qu'ils ont des conférences. Ils Ouais. ont des conférences. Danone, dans une des journées, il a une conférence, c'est le plaisir des produits laitiers, par exemple. D'accord. On va en parler juste après, Voilà. effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire que le message officiel aujourd'hui, en fait, il est biaisé, il est vérolé par l'argent, par les lobbying agroalimentaires, et que du coup, bah, au final, ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui il y a tellement de si mauvais conseils qui sont véhiculés autour de la nutrition? Alors, à l'échelle individuelle, tu as raison. À l'échelle individuelle, le message, il y a des personnalités qui sont vérolées, entre guillemets, qui ont des conflits d'intérêts qui sont tellement énormes que ces personnes-là devraient être disqualifiées de l'expertise publique.
il devrait être disqualifié. On ne devrait pas avoir recours. Il y a les noms, on les connaît. Hein. Je ne sais pas si on peut les dire là. Mais Écoute, dans le doute, on va pas les dire, mais on va pas les dire, mais de toute façon, ils sont écrits noir sur blanc dans le bouquin, parce que voilà, là, pour ce bouquin-là, on a décidé de n'épargner personne. Et là, c'est clair, hein, les choses elles vont être dites. Mais à un niveau plus au-dessus, à un niveau gouvernemental, institutionnel, là, on se rend compte qu'il y a un blocage politique. En fait, il n'y a pas de volonté politique que les choses changent. d'accord. Et ça s'explique. Bah là aussi, il y a beaucoup de facteurs. Il y a un lobbying intense au niveau de l'Assemblée nationale. Je me suis rendu compte que les grands groupes laitiers et sucriers, ils ont des employés à plein temps payés pour aller voir les députés de la République et D'accord. pour leur mettre des idées dans la tête. Ils ont vraiment des employés à plein temps. Donc là, Donc, c'est du lobbying actif, sans aucune, comment dirais-je, ouais, aucune pudeur en fait, quoi. C'est vraiment clair et net. sans aucune pudeur, sans Hmm. aucune pudeur. La seule protection que l'on a, c'est que ça doit être déclaré dans une base de données. Mais on y viendra probablement si tu me poses la question, mais ça ne change strictement rien. D'accord. Ça ne change pas les décisions, on va dire, quoi. Ça change Ça, l'information, ça, ouais, mais ça ne change pas les voilà. décisions, quoi. Ok. Ça va pas changer les Euh, décisions, ça va pas changer le niveau d'information du public parce qu'en général, le public ne va pas aller chercher ces informations-là. Elles sont perdues dans des ouais, sites. Il faut manipuler, il faut connaître un petit peu la base de transparence santé du gouvernement. Je veux dire, cette base, elle est horrible. Elle ouais. est horrible. Moi, je m'arrache à chaque fois les cheveux quand je dois aller chercher les liens d'intérêt de médecins. C'est insupportable. À croire que On c'est... a l'impression que tout Ah, est fait oui, pour que on ait moins accès possible à cette information. c'est ce que j'allais te dire. Je pense que cet obscurantisme, il serait presque volontaire pour pas justement que, au final, eh bien, trop de choses se sachent, Oh, quoi. En fait. tu vois, après on nous accuse d'être complotistes, mais quand tu vois la somme de barrières que l'on met en face de toi, bah, tu peux te dire soit ils sont vraiment très bêtes, soit alors les mecs, ils n'ont pas envie que tout à chacun ait accès à ces informations. Ce que je peux comprendre, hein, parce que parfois c'est grave. Hein. Alors, il y a un lobbying que tu as évoqué il y a quelques instants qui est très puissant, c'est le lobbying des produits laitiers, donc forcément de vaches. Ouais, Aujourd'hui, en fait, on va dire que pour faire très simple, il y a un peu voilà, une double pensée. Il y a ceux qui pensent que les produits laitiers de vache n'ont rien à faire dans le corps humain, et puis ceux ouais. encore aujourd'hui qui disent que faut prendre des produits laitiers de vache pour avoir du calcium, des os solides, voilà, ne pas avoir de carence. Comment ça se fait Ouais. aujourd'hui qu'en 2018, on en soit toujours là, alors que je pense que, dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, les études sont quand même claires et nettes pour prouver que le lait de vache n'a absolument aucun intérêt pour l'être humain, en fait. Alors ouais, ouais. Là, ta dernière phase, elle est aujourd'hui scientifiquement indiscutable. C'est indiscutable. On peut pas. Le lait de vache, c'est quelque chose qui fait partie de la gastronomie en fonction des pays, des régions, qui a une utilité, un goût. Là, impossible de le nier, mais d'un point de vue physiologique, pour obtenir ces nutriments, grandir, s'éviter une fracture, quoi que ce soit, non, il n'a aucun caractère essentiel. Ça, c'est les seules personnes qui aujourd'hui le nient, c'est l'industrie laitière, forcément, et Forcément. aussi les médecins qui sont les plus liés à elle. Ceux qui sont rémunérés, je ne sais pas combien de milliers d'euros pour faire des vidéos, de la propagande, hein. Là, c'est de la vraie propagande. Hein. Non, aujourd'hui, même l'ANSES, pour te dire, hein, même l'ANSES, elle a été contrainte. Elle a été tellement les preuves scientifiques, elles sont accablantes de reconnaître qu'on ne peut pas dire, par exemple, qu'il faille manger des produits laitiers pour se prémunir des fractures, pour avoir des os solides. Ça, c'est terminé. Ça doit être interdit de le dire. D'accord. Mais C'est le calcium. Mais bon, c'est toute la stratégie de l'industrie laitière. Jouer sur un nutriment, lui faire valoir tous les miracles. Enfin, ils sont forts là-dedans. alors du coup, il y a une petite pensée qui me traverse l'esprit, c'est que certains, alors si je pense à des compléments alimentaires, hein. Aujourd'hui, je crois qu'il est interdit sur certains compléments alimentaires de mettre qu'ils ont des avantages chantés. Par exemple, ça c'est ou même sur certains produits, justement les produits Ouais. laitiers, dire voilà, c'est interdit de dire que ça a des avantages chantés. Alors pourquoi en fait les produits laitiers ont toujours cette capacité en fait à dire voilà, manger des produits laitiers pour rester en bonne santé? Pourquoi s'il y a des exceptions, on va dire quoi? Pourquoi certains arrivent toujours à passer? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y aurait l'exception avec l'industrie laitière? On se rend compte que ces exceptions-là, on les retrouve beaucoup pour les industries qui sont des poids lourds de l'économie. Et ça, c'est l'une des stratégies que je dévoile dans le bouquin qui est comparable à l'industrie du tabac.
c'est le chantage à l'emploi, le chantage à l'économie. Eh oui. Nous, notre industrie, elle pèse tant de milliards, il y a tant d'emplois sur la table. Donc, si on arrête, si vous ne faites pas ce qu'on dit, eh ben, on met tout le monde au chômage. En gros, c'est ça. Ça, D'accord. c'est l'une des stratégies qui est la plus employée parmi d'autres. Et donc, pour moi, c'est ça qui lui permet encore d'avoir cette influence si forte auprès des politiques, mais aussi auprès des institutions qui nous donnent les conseils de santé, les conseils nutritionnels. C'est impressionnant. Là, jamais le gouvernement pourra dire, bon, bah, les produits laitiers ne sont pas indispensables, faites-en ce que vous voulez. Non, non, non. Ouais. Je pense que... En fait, Après, l'objectif n'est pas de détruire une filière non plus. Voilà, moi, personnellement, je suis pour les produits laitiers les moins transformés, pas UHT, ceux dont on connaît l'éleveur, l'exploitant, et dans des quantités qui sont raisonnables, et si on les tolère. Sinon, on les vire. On les vire et il n'y aura aucun problème. ouais, Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même tu disais en introduction que ça fait partie, qu'on le veuille ou non, de notre patrimoine culturel et que ouais, voilà, les produits laitiers de vache, on en consomme depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la surconsommation et le fait que ce soit vendu comme un produit santé indispensable, alors que ça doit être un produit voilà. plaisir occasionnel en fait, quoi. On est complètement d'accord. On vente, on fait de la surconsommation d'un produit qui en plus est aujourd'hui ultra transformé. Je veux dire, du lait qui peut rester 1 an en magasin, on n'a jamais vu Ouais. ça. C'est pas possible. Parce que l'argument typique des gens qui disent que c'est bizarre d'interdire le lait, enfin d'interdire, de dire que le lait n'est pas un produit santé, c'est de dire souvent, bah voilà, nos grands-parents en consommaient largement, ça fait des centaines d'années qu'on en boit, etc. Mais comme tu le dis très bien, en fait, aujourd'hui, le lait d'aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le lait de nos grands-parents, en Ah oui. fait. C'est juste Ah, deux produits complètement différents. on est d'accord. Ah ouais, complètement. C'est Et mon avis aussi. bon, bah écoute, très bien. Donc, bah, en tout cas, voilà, c'est vrai que les produits laitiers de vache, on n'est pas prêt en fait de s'en débarrasser d'un point de vue commercialisation, d'un point de vue communication. Donc, bah, ça fait partie aux Non. gens aussi de s'éduquer sur le sujet et d'en consommer avec modération Ouais. et avec plaisir, Et quoi. je te coupe, mais j'avais partagé sur ma page Facebook il n'y a pas longtemps, c'était les premières publicités télévisées qu'on avait en France. Ouais, Et sur les 4 premières pages de pub en France, je ne sais pas si tu avais vu ce post, mais trois sont sur l'industrie laitière, le d'accord, fromage, le lait, les yaourts. d'accord. Et une autre, c'est pour après un vêtement, il me semble. Ok. Donc c'est déjà pour te dire, les 4 premières pubs que les Français ont vues à la télé, bah 75% c'était pour l'industrie laitière. C'est C'est quand même fou. c'est dire même déjà à l'époque, ils avaient déjà une puissance assez phénoménale, quoi, d'un point de vue Ah ouais. communication, quoi. Tu parlais à l'instant justement intéressant que l'industrie laitière utilise les mêmes techniques que celle du tabac. Est-ce que en 2 mots, tu peux évoquer ça rapidement? Ouais, très rapidement, bah, c'est bien simple. C'est déjà, ça va être travestir les preuves scientifiques. Voilà, ça c'est clair. L'industrie laitière va tout faire pour produire ses propres preuves. Elle va payer des médecins, elle Ok, va payer des investigateurs, ils vont faire des études, ils vont utiliser des critères scientifiquement bons, mais biologiquement qui ne veulent rien dire. Ils vont utiliser des temps précis, des patients choisis minutieusement, et tout ça va faire qu'ils vont réussir à produire une science favorable aux produits laitiers. Tu vois, ils vont, ah ben là, on a montré que le camembert, c'était bon sur le cholestérol, mais pendant 2 semaines sur 2 personnes. Ah ben on va en parler dans la presse. Ben, enfin, ça, c'est vraiment travestir les preuves scientifiques. Ensuite, après, un gros, comme je te le disais, lobbying auprès des universitaires, auprès des professionnels de santé, auprès des députés. Et après, c'est la publicité, des campagnes de publicité, aller dans les écoles, ils vont dans les écoles, hein, ils forment les enseignants, ils forment les cantinières à apprendre aux enfants l'équilibre alimentaire, c'est pas possible. On peut pas donner ce service public à un industriel. Pourtant, le gouvernement le fait, l'autorise, parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, et en même temps, il y a la pression derrière de l'industrie là qui, tu sais, qui presse. Bon, ouais. ben nous, on va s'occuper de ça, on a un programme, il est tout prêt, distribuez-le. Voilà. Ok, donc, effectivement, là, c'est pas très rose effectivement de se dire que les techniques utilisées par l'industrie du tabac sont les mêmes finalement que celles utilisées par l'industrie Après agroalimentaire. voilà, l'industrie du tabac, elle a fait beaucoup de falsifications, Ouais, elle a menti, elle n'a pas déclaré des liens d'intérêt. Maintenant, ça, on va dire que c'est plus contrôlé, mais c'est plus vicieux. Du coup, on sait en plus, tu sais, avec les déclarations des grands éditeurs des journaux scientifiques, eh ben, que les résultats scientifiques, pour la plupart, eh ben, ils sont moisis, quoi. On n'est même pas sûr qu'on puisse les faire confiance. Donc, ils jouent là-dessus. d'accord. Ils publient, il y a des études, il y a des résultats, et les gens, au final, ils sont embrouillés. Et les premiers embrouillés, ce sont les politiques. Ils savent plus qui Et croire.
Cette notion d'embrouillé, moi je la retrouve souvent, justement sur ma communauté, il y a souvent des gens qui me disent je ne sais plus qui Ouais. croire. Parce qu'effectivement, d'un côté, Ouais. on va dire, voilà, il y a des gens qui essayent de véhiculer une parole scientifiquement viable, et puis de l'autre côté, tu as les industriels qui eux aussi veulent véhiculer un message scientifiquement viable aussi, mais comme tu dis, qui est corrompu. Mais dans la tête Ouais. de monsieur et madame tout le monde, finalement, ça fait un peu double son, et je peux comprendre que la majorité des personnes, Ah du oui. coup, ne savent plus à quel sens se vouer, quoi. Est-ce que je dois croire les voix officielles? Est-ce que je dois croire les petits blogueurs de chez eux? Ou est-ce que je dois croire le premier bouquin qui... Ouais, au final, c'est pour ça qu'on fait le même travail tous les deux. C'est essayer de déguiser l'esprit critique des gens. Allez, retournez aux sources. Allez, vérifiez vous-même. Ne nous croyez pas. Exactement. C'est... Exactement. Et comme je dis souvent, voilà, testez sur vous-même. Hein, pour les produits laitiers, Ah souvent, oui, je dis aux gens, voilà, faites juste le test de les enlever pendant 30 jours et vous allez voir déjà que des petites pathologies qui vous ouais. semblaient bénignes vont disparaître, et meilleure peau, etc. Bref, là-dessus, on est complètement d'accord. Tu parles un petit peu aussi dans ton livre de tout ce qui est diagnostic autour des cancers. Notamment, je crois que tu parles pas mal Ouais. du cancer de la prostate. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de business autour des diagnostics cancer? Alors, c'est une bonne remarque. Il y a clairement un business pharmaceutique qui s'est créé autour du dépistage des cancers. Donc, c'est valable pour le cancer du sein, pour le cancer de la peau via les visites que l'on doit faire régulièrement chez les dermatologues et le cancer de la prostate. C'est aussi c'est pas moi qui ai sorti l'expression, c'est le docteur Dominique Dupagne qui est quand même plutôt connu et qui trouvait que c'était la poule aux œufs d'or des urologues, qui sont les Ah, spécialistes du cancer de la prostate. d'accord. Voilà, tu as entendu, c'est la poule aux œufs d'or, nous disait-il. Et effectivement, ça c'est un des chapitres du livre où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, notamment pour aller voir les conflits d'intérêts de tous les professionnels de santé qui étaient un peu trop favorables au dépistage. Et là, on se rend compte que là, on se marche sur la tête. On se marche complètement sur la tête. Quels sont les gagnants dans l'histoire du dépistage du Les cancer? gagnants dans l'histoire, ce Ouais, sont indéniablement les firmes pharmaceutiques. Ah là, il n'y a aucun doute. Ce sont eux qui, à la fois, ont créé tout le système de dépistage et ce sont eux qui, derrière, vont revendre le traitement. d'accord. Donc, Voilà. ils créent le besoin et la solution, en fait, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et Hmm. là où c'est le drame, c'est qu'on est vraiment dans une situation où des personnes qui vont se faire diagnostiquer cancéreux, ben en fait, ce cancer-là n'aurait entraîné aucun problème dans la vie du patient. C'est ce qu'on appelle un surdiagnostic. Ouais, Donc ces personnes-là vont être traitées pour un cancer qui n'aurait jamais fait parler de lui. Et donc du coup, on rajoute un coût à la sécurité sociale, on rajoute un coût humain, parce que ces personnes-là, parfois, elles meurent, elles se suicident. Elles se suicident à l'annonce de ce diagnostic alors qu'elles n'auraient eu aucun problème. Et c'est bien pour ça que la Haute Autorité de Santé, elle a pris des grosses précautions. Elle a dit maintenant, le dépistage du cancer de la prostate ne peut plus être recommandé aveuglément chez les hommes. parce que, Non, là, c'est obligé parce que d'avoir une discussion. aujourd'hui, il est systématique. Dis-moi si je me trompe, mais en fait, Non, il y a pas, il n'est pas systématique. d'accord, il y a pas un âge à partir duquel, en fait, il est quasiment obligatoire, non? Il y a un âge à partir duquel les sociétés savantes, les urologues, le recommandent. Ok, Et on se rend compte, je vais te donner un petit spoil, qu'il y a dans le bouquin, mais la principale société savante en France, 90% ou 95% de son budget de fonctionnement, il est assuré par les firmes pharmaceutiques qui font leur business sur le cancer de la prostate. d'accord. Voilà. Donc, Et je ne parle pas de son président qui a des milliers d'euros grâce aux firmes pharmaceutiques. Enfin, c'est un scandale, un ouais. véritable scandale. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le fait de dire ne mords pas la main qui te nourrit. Donc c'est-à-dire que demain, en fait, par rapport à ce que tu nous dis, c'est pas demain en fait qu'on va avoir, on va dire, des bonnes informations si derrière en fait tu as l'industrie pharmacologique qui est là pour arroser, on va Tout dire à quoi. fait. Si demain en fait on dit bah arrêtez de me faire diagnostiquer le cancer de la prostate, ben en fait on se tire une balle dans le pied en fait. Enfin, ils se tirent une balle dans le pied quoi. Ouais, oui, ça leur ferait une bonne baisse économique, mais après on va dire que normalement l'intérêt d'un spécialiste, d'un professionnel de santé, c'est l'intérêt du patient. On va dire que c'est l'intérêt supérieur, c'est ça qui doit primer. Ça c'est la Et théorie. comme tu dis, voilà, c'est pour ça que tu disais ne mords pas la main qui te nourrit, et c'est bien vrai. Et ceux qui le nient, les professionnels qui nient cela, eh ben, en général, ce sont ceux qui ont le plus de liens avec l'industrie, Ouais. qu'elle soit agroalimentaire ou pharmaceutique. Eux, ils vont dire
j'ai mon libre arbitre, mes liens d'intérêt, quand je rentre chez moi, ils vont dehors, tu sais. Mais non, 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 ça, c'est pas comme ça que ça marche dans le vrai monde. Ok. Il y a un chapitre aussi dans ton livre où tu évoques justement les médicaments anti-cancer. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire en 2 mots? Est-ce qu'il y a un business aussi autour des médicaments anti-cancer? Est-ce qu'il n'y a pas une surmédication de ces Alors, médicaments-là? ouais. Euh, Alors, tu vois, c'est un gros sujet, les traitements anticancéreux, et qui a été beaucoup traité, mine de rien. Il y a eu un paquet d'auteurs et des scientifiques de renom, hein, quand même, qui ont parlé de ça. Mais c'était quand même indispensable d'en parler tellement c'est énorme, tellement le scandale, il est incroyable. Là, on touche à tous les domaines que je te décrivais tout à l'heure. d'accord. Toutes les sphères sont impliquées. Donc là, on est dans un système, je vais essayer de le faire en très simple, où l'agence de régulation qui décide de quel produit ira sur le marché n'est pas indépendante. Donc elle est soumise au lobby pharmaceutique, entre guillemets. Donc l'immense majorité des produits qui sont mis sur le marché, des traitements anticancéreux, n'ont aucune efficacité. Strictement aucune. Voilà, ça, ce sont les preuves scientifiques, hein, ce sont les analyses après avoir été mises sur le marché qui nous le disent. Et on se rend compte que voilà, qu'il y a peut-être un médicament sur 20, sur 30, qui va augmenter l'espérance de vie de 5, 6, 9 mois, peut-être. Peut-être. On n'en est D'accord. pas sûr. D'accord. On n'en est même pas vraiment sûr. Donc là, en fait, enfin, il y a souvent, on va dire, ce cliché de Big Pharma qui est derrière en fait toutes les grandes décisions liées à la santé, mais là, on est vraiment dedans en fait. Là, c'est le lobbying pharmaceutique Mais oui, qui pousse à mais fond oui, la surmédication et la vente de ces médicaments qui doivent, j'imagine, coûter assez cher aussi, parce que dis-moi si je me trompe, mais les médicaments anti-cancer, ils sont quand même vendus très cher. ah, mais c'est une fortune, et tu sais que tous les pays du monde entier, tous les pays industrialisés, commencent à remettre en question le remboursement de nombreux traitements anticancéreux, parce qu'ils ne peuvent pas les payer. Ils savent que la société ne peut pas. Ouais, C'est trop cher, parce qu'on s'est rendu compte que le prix des médicaments anticancéreux ne réagissait à aucune loi. Il n'en réagissait qu'à une seule, c'était que la demande, elle était qu'il y avait une demande, et que les gens étaient prêts à payer n'importe quoi pour avoir ce traitement-là. Donc les prix s'envolent. Les prix ils flambent. Les prix ils flambent. Et par exemple, on a un traitement, j'ai plus le nom exactement, je me demande si c'est pas le Glivec, mais je veux pas dire de bêtises, c'est ouais. peut-être pas ça. Il peut être à 400 euros en Égypte, et il va être à 3000, 4000 euros pour la même durée de traitement en France ou en Australie. Parce qu'ils estiment On qu'il y a, on a des... a, il y a un meilleur pouvoir d'achat en fait en France, donc autant Voilà, se faire c'est plaisir exactement quoi. ça. Voilà, il y a un remboursement, il y a un meilleur pouvoir d'achat, les pouvoirs publics sont là derrière, mais sauf que ça commence à changer. Ça commence à changer maintenant. L'Angleterre, par exemple, eh ben, elle a mis sur pied un comité qui décide si on va rembourser ou pas les traitements anticancéreux. Et ils en remboursent de moins en moins, à cause des laboratoires. Ok. Parce que ce sont les laboratoires qui décident le prix. De manière normalement pas unilatérale, mais au final, eh ben, voilà, c'est eux qui posent leurs couilles sur la table, j'ai envie de dire. Ouais. Et voilà, après on paye. Et bien, effectivement, c'est pas très joyeux tout ça. Donc on en reparlera en Ouais, conclusion, mais je pense qu'effectivement là, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu paniqués, se dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, finalement, en fait, la meilleure chose à faire, c'est déjà se documenter auprès de sources qui sont viables, fiables, et puis essayer en fait de s'éloigner, je pense, au maximum des recommandations officielles, parce qu'elles sont, enfin, si on t'écoute, elles sont toutes quasiment biaisées en fait, quoi. ben voilà, après, il y a des recommandations officielles qui, je l'espère, vont commencer à devenir plus sensées. On n'en a pas parlé, mais le gouvernement a quand même eu un petit virage sur Ouais. les graisses saturées. Il est moins, voilà, il diabolise moins les graisses saturées, même si on aurait pu en discuter. Bah Hein, écoute, on peut en discuter. on peut en parler vite fait. D'ailleurs, tu avais écrit un article sur Bmove sur justement Eh oui. les graisses saturées, l'huile de noix de coco, etc., qui était, en fait, qui est toujours chez beaucoup de gens considéré un peu comme le diable. Tu avais écrit un article très complet sur Ah le oui. sujet. On en est où aujourd'hui justement? Enfin, tu peux nous en dire peut-être 2 mots? Pour les personnes qui vont tomber sur ton article, et puis après, si elles retombent sur mon bouquin derrière, on en est au même stade, mais même on est encore plus sûr que l'huile de coco n'est pas dangereuse pour la santé. Vraiment, on a encore plus d'études, des essais cliniques randomisés qui, voilà, au pire, il faudrait peut-être pas trop en abuser, c'est normal pour certaines personnes,
Mais sinon, il n'y a que des améliorations, des variables physiologiques qui sont liées au métabolisme du gras. On parle du LDL, cholestérol, des triglycérides. Voilà, on a même des études qui montrent des meilleurs résultats de l'huile de coco comparé à l'huile d'olive. Ouais, Quand même. d'accord. Voilà, la sacro-sainte huile d'olive. On pourrait dire que le seul défaut finalement de l'huile d'olive, c'est peut-être son impact écologique, parce qu'effectivement, ça vient de l'autre bout du monde et du coup, il y a un gros coût de transport et d'exploitation. Mais d'un point de vue purement physiologique, en tout cas, il n'y a aucune contrainte à en consommer de façon normale, on va dire, quoi. Ouais, complètement. Ok Jérémy, un des derniers sujets que je voulais aborder avec toi, c'était le diabète de type 2, qui est un petit peu lié aussi à l'obésité par laquelle on a introduit cette vidéo. Ouais. Aujourd'hui, en fait, c'est une pathologie qui est en pleine explosion. Moi, j'ai toujours été surpris en fait, de voir à quel point cette pathologie elle est présente. Et d'ailleurs, l'autre fois, j'étais sur Amazon US et j'ai vu qu'un des best-sellers sur Amazon US, c'était un livre de recettes pour diabétiques. Ouais. Donc c'est dire à quel point en fait je pense que cette pathologie elle est en pleine explosion. Où on en est aujourd'hui sur le diabète de type 2 et quels sont les mauvais conseils qu'on va rencontrer là-dessus dans notre quotidien. Là aussi, la situation diabète de type 2, c'est comme l'obésité, on est en train de suivre la même tendance, c'est-à-dire ça monte, on a de plus en plus de diabétiques en France et dans le monde, avec peut-être une augmentation qui est moins violente ces dernières années en France, mais ça reste énorme. Ça reste énorme, on le retrouve maintenant chez des jeunes, le diabète du vieux, comme on dit, le diabète de type 2. Et là aussi, alors franchement, Will, voilà, quand on va voir par exemple la plus grande association des diabétiques en France, donc la FFD, là on s'arrache les cheveux. Je veux dire, un professionnel de santé, il s'arrache les cheveux, qui est un minimum éclairé. Enfin, on se rend compte qu'on est aussi dans des conseils qui datent du Moyen-Âge. Ouais. Des conseils sur l'alimentation qui sont moyenâgeux, il faut le dire. Moi je vois souvent des gens... On parle toujours des glucides lents, des sucres lents et complexes et rapides sur la principale association de conseils. Là, moi je m'arrache les cheveux. J'en ai perdu beaucoup pendant la rédaction de livre. moi aussi, c'est pour ça tu vois, que j'ai pas beaucoup de cheveux en fait, parce que je m'arrache souvent les cheveux en fait. Voilà. Mais après, voilà, moi, je m'arrache souvent les cheveux quand je vois ma communauté aussi qui poste des photos en fait, de gens qui sont à l'hôpital, par exemple, qui ont un diabète, et puis on voit ce qu'on leur donne à manger, c'est un plat de pâtes avec un yaourt, par exemple, quoi. Là, en fait, tu dis what the fuck, quoi. Et oui, c'est parce que c'est trop compliqué déjà de bien nourrir les gens en bonne santé. Alors les gens malades, t'imagines, c'est mission impossible. Non, mais après on se rend compte que voilà, ces associations-là, elles ont fait des guides subventionnés par Coca-Cola. On se marche sur la tête. Tout ça, ce sont des choses qui sont vérifiées, des faits écrits dans le livre. Mais là, on se dit non, là, il faut que vous arrêtiez. C'est incroyable. Ok Jérémy, écoute, pour les gens qui veulent en savoir plus, du coup, on mettra les références de ton nouveau livre de goût, santé, mensonges et toujours propagande, du coup, en description. Ouais. C'est le lien qui apparaîtra juste en dessous pour le commander directement. Et en conclusion, est-ce que tu penses aujourd'hui que par rapport à ce livre, comme tu dis, qui était assez violent, où tu cites des gens, etc., est-ce que vous pensez que toi ou ton éditeur allaient quand même avoir des petits soucis, des petits procès au cul, si je puis dire, suite à toutes ces révélations? Alors régulièrement quand j'envoyais mes chapitres aux éditeurs, là ils me disaient oh putain ça c'est je dis des gros mots, mais là ça c'est violent, est-ce que tu as la preuve, le document, le papier? Donc on a monté un dossier juridique parce qu'il y a des choses vraiment très sensibles qui risquent d'en faire réagir certains. Parce que moi, c'était clair, hein, j'ai décidé, je dis là, les noms doivent être dits, les personnes, ils ont des liens d'intérêt, il faut qu'ils les assument jusqu'au bout. Donc, on s'attend à ce qu'il y aura peut-être des choses, mais normalement, il ne devrait rien avoir parce que de toute façon, les faits, voilà, c'est une enquête qui est rigoureuse, il n'y a rien à dire dessus. Donc, je pense qu'ils seront contraints d'accepter la critique, malheureusement. Ok. Écoute, j'espère en tout cas que les choses vont bouger suite à l'édition de ce livre. C'est l'idée, ouais. Ok. En tout cas, bravo pour ton travail, encore une fois. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et c'est vrai que voilà, je recommande de consulter le site de Jérémy, donc ça s'appelle Dur à avaler. On mettra aussi pareil la description du coup dans la vidéo. En tout cas, Jérémy, à très bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être sur un sujet de ce type-là.
N'hésitez pas Ah bah oui, à consulter le livre de Jérémy et en tout cas, bah voilà, bonne continuation à toi et merci pour tout. Bah, merci à toi. Pareil, bonne continuation et merci pour cette interview et la chance de me laisser la parole. Avec grand plaisir. Je m'exprime moins oralement que par écrit, donc ça fait plaisir de temps en temps. Avec grand plaisir, Jérémy. Merci. Salut, à bientôt. Merci à toi. À bientôt.